Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Aujourd'hui, je vais vous parler de guerre économique en prenant comme exemple le dossier Alstom. Donc Alstom, c'est un fleuron français de la technologie qui est spécialisé, ou plutôt était spécialisé, dans la fabrication de turbines, donc que ce soit pour le nucléaire, pour le gaz ou pour l'hydraulique, ainsi que dans les TGV et les métros. Alors l'affaire dont on va parler aujourd'hui et qui fait grand bruit, c'est la vente du pôle énergie d'Alstom à General Electric en 2014. Alors cette vente de 12 milliards de dollars, elle est qualifiée par ses détracteurs de scandale d'État parce qu'en fait ça revient à vendre à un groupe américain la gestion des turbines des 58 centrales nucléaires françaises. Et en fait cette partie pôle énergie d'Alstom, c'est pas un détail vu que ça représentait plus des 2 tiers du groupe en 2014 et en fait ça ne laisse à Alstom que la partie transport ferroviaire. Alors il y a plusieurs facettes à cette histoire, il y a le volet politique qui est celui que je connais le moins et qui m'intéresse le moins aussi, mais que je vais balayer très rapidement parce que c'est celui dont on parle le plus pour m'intéresser ensuite à la guerre économique. Alors Arnaud Montebourg, en janvier 2014, alors qu'il était ministre de l'économie, il entend directement de la présidente de General Electric France qu'il y aurait la possibilité d'un accord entre Alstom et General Electric. Donc Arnaud Montebourg est inquiet, il convoque le PDG de l'époque d'Alstom, Patrick Cron, pour lui demander donc ce qu'il en est de cet accord. Et Patrick Cron est catégorique, il lui dit qu'il n'y a absolument aucune discussion, aucune négociation entre General Electric et Alstom. Et pourtant, 3 mois plus tard, Montebourg tombe de haut, vu qu'il y a une fuite de la part de Bloomberg qui annonce effectivement qu'il y a des négociations en cours entre les deux groupes. Et donc Montebourg, qui est un fan, comme on le sait, du Made in France, en tout cas européen, il se bat pour que le groupe Siemens, le groupe allemand, rachète Alstom à la place de General Electric. En fait, Montebourg, il n'a pas le temps de se battre très longtemps, puisqu'il quitte assez rapidement le ministère de l'économie, il est remplacé par Emmanuel Macron, qui lui autorise la vente en disant que c'est un très bon accord industriel, puisque ça permet de créer 1000 emplois, de garder la partie décision stratégique en France, et puis ça va permettre de l'investissement en fait, supplémentaire dans les usines françaises. Alors il s'avère que sur la partie financière, c'est pas du tout ce qui s'est passé, vu que la vente d'Alstom a été faite à un très bon prix pour Alstom, et General Electric en fait a récupéré des activités qui étaient en perte de vitesse, qui ralentissaient, donc ça a été une grosse perte de plusieurs milliards, mais ça, c'est une autre histoire. Donc la question qui est ouverte pour le côté politique, c'est pourquoi est-ce que Arnaud Montebourg, qui était pourtant ministre de l'économie à l'époque, a été totalement court-circuité apparemment par Emmanuel Macron qui lui était dans les discussions pour la vente d'Alstom à General Electric. Et l'autre question c'est pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a fait ça? Est-ce que c'est purement pour des raisons économiques et industrielles ou est-ce qu'il y aurait de l'argent en jeu, notamment pour des financements de campagne? Donc comme je l'ai dit, cette partie politique, c'est pas la partie que je connais, je fais juste raconter ce que j'ai vu dans les médias et c'est pas non plus celle qui m'intéresse. Celle qui m'intéresse, c'est le côté guerre économique entre la France et l'Europe et les États-Unis. Et en fait, du côté guerre économique, le nœud du problème, c'est l'activité même d'Alstom, puisqu'Alstom est à la fois clé dans la politique énergétique de la France, au niveau des centrales nucléaires, mais aussi dans le militaire. Alors comme je l'ai déjà dit, du côté énergie nucléaire, Alstom fournissait toutes les turbines des centrales nucléaires. Alors du côté militaire, Alstom, c'est celui qui fournit la turbine pour le Charles de Gaulle, donc pour le porte-avions, mais aussi apparemment aussi pour les 4 sous-marins lanceurs d'engins, c'est-à-dire les sous-marins en fait qui ont la capacité de lancer des missiles nucléaires, des missiles atomiques. Quant à General Electric, via une filiale qu'ils ont en France, ce sont déjà eux qui fournissent les turbines pour les 6 sous-marins nucléaires d'attaque. Donc aujourd'hui, pour être clair, on a la totalité des turbines de l'armée française, de la marine française, qui est fournie par un groupe américain. Et là, on peut se dire, les Américains, ils sont alliés de l'Europe et de la France, donc ça ne pose pas spécialement de problème. Malheureusement, c'est pas si évident que ça, parce que le général qui était le chef d'état-major des armées françaises de 2002 à 2006, donc en pleine crise irakienne, a expliqué qu'en fait, les États-Unis à cette époque-là, pour faire pression sur Jacques Chirac, qui refusait l'intervention américaine en Irak, il a fait un embargo sur toutes les livraisons de fournitures militaires, de matériel militaire en France pendant cette période-là. Donc à l'époque, les fournitures de matériel à l'armée française par les Américains ne représentaient que 3%. Mais il y avait notamment les catapultes du Charles de Gaulle, du porte-avions. Et heureusement, l'embargo s'est terminé suffisamment tôt, mais s'il avait duré plus de 6 mois ou 1 an, il y aurait eu un vrai problème et le Charles de Gaulle n'aurait plus été capable d'envoyer typiquement des avions dans le ciel à partir de son pont sans ces catapultes. Donc on comprend mieux maintenant l'intérêt des Américains, non seulement de General Electric, mais aussi du gouvernement américain pour acquérir ces actifs stratégiques. Mais comment est-ce qu'ils ont fait concrètement pour pousser Alstom et la France à vendre des actifs aussi clés?
Alors en fait, ça s'est passé un petit peu avant la vente, en avril 2013, quand un cadre dirigeant d'Alstom, Frédéric Pierucci, a été arrêté à son arrivée à New York en avion. Il a été arrêté par les douanes dès qu'il a posé le pied sur le sol américain. Et en fait, les Américains ont expliqué à Alstom qu'ils l'attaquaient pour corruption, notamment en Indonésie, mais aussi dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, Taïwan, etc. En fait, Alstom, comme malheureusement beaucoup de groupes dans le monde, versait des enveloppes de cash pour essayer de gagner des contrats. Et Alstom a plaidé coupable et a effectivement admis avoir payé pour 75 millions de pots de vin qui lui avait amené à l'époque 4 milliards de dollars de contrats. Et ça les a amenés un peu plus tard à payer une amende de 772 millions de dollars au gouvernement américain. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des ex-cadres d'Alstom qui sont persuadés qu'en fait, le gouvernement américain enquête sur des faits de corruption chez Alstom depuis 2010 uniquement dans le but de s'emparer de cette partie énergie d'Alstom, uniquement pour la transaction avec General Electric. Et en fait, dès qu'ils ont arrêté ce cadre dirigeant d'Alstom à New York, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis la pression sur Patrick Cron, le PDG, en lui disant, voilà, on a arrêté un premier cadre, mais bon, très rapidement, si vous ne plaidez pas coupable, si vous ne coopérez pas et si vous ne poussez pas en avant la vente avec General Electric, alors le prochain sous les barreaux, ce sera vous. Alors Patrick Cron, il dément ces affirmations. Il dit que, bien sûr, il n'y a aucun lien entre l'arrestation du cadre et l'arrestation, enfin disons que le fait qu'ils aient admis d'être coupables pour des faits de corruption aux États-Unis et la vente à un groupe américain. Mais il faut avouer que le timing entre les deux est quand même extrêmement serré. Alors la thèse de Frédéric Pierucci, donc le cadre qui s'est fait arrêter aux États-Unis, c'est qu'en fait depuis le début, le département de la justice américaine et General Electric sont de mèche et donc ils ont fait une attaque coordonnée, d'abord sur le plan juridique pour affaiblir Alstom et mettre la pression à son PDG, et puis ensuite sur le plan économique en rachetant les activités énergie d'Alstom. Alors une question qu'on peut se poser, c'est comment font les États-Unis pour attaquer une entreprise française sur des contrats qu'ils ont passés avec l'Indonésie, avec l'Arabie Saoudite. Mais en fait, c'est tout simplement grâce à leur loi extraterritoriale. Donc une loi extraterritoriale, c'est une loi qui permet aux États-Unis d'attaquer n'importe qui dans le monde s'il y a un lien, aussi faible soit-il, avec les États-Unis. Alors le lien, ça peut être par exemple si la transaction a eu lieu en dollars, ça peut être si y a des emails qui sont passés par des serveurs américains, ça peut être si l'un des groupes a une filiale aux États-Unis, même si cette filiale n'est pas du tout impliquée dans les contrats en question. Et dans le cas d'Alstom, cette loi anticorruption, elle date de 1977 et puis elle a été très peu utilisée dans le passé, mais elle a été remise au goût du jour par les États-Unis en 1998 qui l'ont fait passer comme une loi extraterritoriale pour pouvoir attaquer n'importe quelle entreprise dans le monde. Alors une fois que les États-Unis ont mis l'arsenal juridique en place en fait, pour attaquer n'importe quel groupe dans le monde, il faut avoir des informations sur ces groupes et il faut prouver qu'il y a des contrats qui ont eu lieu avec des pots de vin. Donc idéalement, il faut avoir accès aux emails et aux écoutes téléphoniques de ces entreprises. Alors avoir accès à des emails ou à des conversations téléphoniques, on sait très bien que depuis le Patriot Act de 2001, c'est plus du tout un problème pour les États-Unis et que les agences de renseignement américains ont le feu vert pour écouter les conversations de n'importe quelle entreprise, notamment les entreprises européennes. Donc le lanceur d'alerte Edward Snowden a clairement indiqué que toute entreprise qui faisait des contrats de plus de 200 millions de dollars était sous écoute de la NSA. Alors ça concerne notre cas d'Alstom, mais les contrats d'Airbus, etc. Donc énormément d'entreprises sont écoutées de manière connue de tous aujourd'hui par les États-Unis. Alors bien sûr, on est tous d'accord pour dire qu'il faut stopper la corruption, il faut enquêter sur la corruption, il faut l'arrêter, mais le problème, c'est qu'en fait les États-Unis, ils utilisent cette loi surtout pour inculper en fait des entreprises non américaines. Et sur les 26 entreprises qui ont payé des amendes de plus de 100 millions de dollars, il n'y en a que 5 qui étaient des entreprises américaines. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est que ce que je vous dis, c'est connu. On sait très bien que les Américains font de l'intelligence économique, ils sont très actifs dans cette guerre économique. Si je prends les autres grands pôles, la Chine, évidemment, la Chine fait la même chose. C'est aussi pour ça que Donald Trump est très inquiet. Donald Trump ou les Européens sont inquiets vis-à-vis de Huawei et de sa possibilité donc, de donner des informations au gouvernement chinois. On sait que les Russes aussi sont très actifs dans l'intelligence économique. Donc si je prends ces grands pôles économiques et politiques, donc avec les États-Unis, la Chine, l'Europe et la Russie, il n'y a que les Européens qui sont extrêmement naïfs et qui sont soit très naïfs, soit tétanisés, mais en tout cas qui sont absolument pas actifs dans cette guerre économique. Et en fait, ça vient directement des racines de l'Europe. En fait, l'Europe, ça a été créé sur des valeurs de paix juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, ce côté guerre économique, agressivité, ça ne fait pas du tout partie de l'ADN de l'Europe.
Et quand on prend un petit peu de recul et qu'on voit les 16 milliards de dollars qui ont été versés par exemple en diverses amendes par les banques européennes, et de l'autre côté que nous, on a toujours les géants de la tech, notamment les GAFA, qui payent quasiment aucun impôt en Europe, on voit vraiment que le niveau d'agressivité des deux est complètement différent parce qu'on parle d'amendes d'un côté, donc les États-Unis sont allés chercher et ont attaqué les entreprises, leur ont fait des procès pour qu'elles payent des amendes, et nous, même sur le plan purement impôt, purement leur prendre un certain pourcentage des revenus, on n'a absolument rien qui a été fait aujourd'hui. Et en fait, avec la technologie qui prend de plus en plus d'importance dans nos vies, on a les Américains qui ont un pouvoir qui est grandissant, plus du tout le pouvoir militaire, mais vraiment ce pouvoir économique et ce pouvoir d'intelligence. Et ils ont sorti notamment une nouvelle loi qui s'appelle le Cloud Act, parce qu'ils aiment bien les Américains faire des jeux de mots avec leur loi. Et donc ce Cloud Act leur permet d'avoir accès aux données des GAFA, donc tout ce qui est stocké dans un cloud, stocké sur des serveurs des GAFA, même si le serveur n'est pas aux États-Unis, même si la personne qui héberge ces données est un Européen par exemple. Donc si vous avez des données chez Google, chez Apple, chez Amazon qui sont stockées sur des serveurs européens, avec cette loi, les États-Unis peuvent avoir accès à ces données sans vous prévenir et sans que ça passe par aucun tribunal. Alors il y aurait énormément à dire sur ces sujets. Moi j'ai parlé principalement des États-Unis, mais comme je disais sur Huawei, qui se fait refuser des licences de 5G sous prétexte qu'il ferait de l'espionnage pour le compte du gouvernement chinois, c'est aussi extrêmement intéressant, mais ce qu'on voit c'est la passivité de l'Europe dans ce qui est une réelle guerre économique. Donc on va voir ce qui va se passer par la suite, mais il faut vraiment que l'Europe se réveille et réalise que le mot patriotisme économique, c'est pas un gros mot, mais aujourd'hui c'est purement de la survie. J'espère que cette vidéo sur la guerre économique vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.